Bonjour et bienvenue au studio Delta Sigma, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez encore probablement jamais vu. Aujourd'hui, je vais vous montrer les entrailles de cette carte son RME. Alors RME, c'est une marque qui a une excellente réputation et qui fait du matériel de très grande qualité. Mais comme pour tout matériel, parfois il peut s'avérer nécessaire d'avoir des petites réparations à faire dessus. Et c'est pour ça que le propriétaire de cette carte me l'a envoyé, parce qu'il y a une petite intervention à faire. Alors on va faire cette réparation, mais on va en profiter, puisqu'on va l'ouvrir, pour regarder un petit peu tout ce qui se cache à l'intérieur. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4 et... Bon alors quel est le problème de cette petite carte RME? Alors en fait c'est très simple. L'embase USB qui est ici derrière, là, voilà, eh bien elle a été arrachée. Alors je ne sais pas comment c'est arrivé exactement. Peut-être qu'elle avait certaine faiblesse et puis à force de branchement, débranchement, elle a fini par céder. Donc voilà, il n'y a plus l'embase. Alors j'espère que le PCB derrière là n'est pas trop endommagé. Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc la réparation ici, ça va consister essentiellement à venir mettre une nouvelle embase bien soudée ici à la place de l'ancienne. Alors pour ça, forcément, il faudra démonter la carte, ce qui veut dire que pour la première fois sur le YouTube français, on va voir l'intérieur d'une carte son RME. Alors j'ai ici une petite embase USB 2, USB-B, hein, tout à fait standard. Quand on démonte une machine, quelle qu'elle soit, des petits conseils. Première chose, avant même le tournevis, c'est une boîte. Hein, ce que vous voulez, une boîte d'allumettes si vous n'avez pas autre chose, pour pouvoir mettre dedans toutes les vis, tout ce qu'on va démonter, pour ne rien perdre. Parce que c'est très vite fait de perdre des choses quand on démonte. Toujours bien se rappeler aussi dans quel ordre on va démonter les choses pour les remonter dans le même ordre. Alors au niveau de l'outillage, je vais utiliser un petit tournevis, parce que les vis sont comme ça, des petites vis cruciformes. On aura certainement besoin de dessouder des choses, donc je vais utiliser une petite pompe à dessouder, tout ce qui est de plus classique. On va utiliser évidemment peut-être de la tresse à dessouder aussi, évidemment de la soudure, le fer à souder. Donc c'est parti, démontage. Alors on a des vis sur le dessus, ici, là. Quelques vis, je crois, sur le côté. Il y en a une ici qui est cachée sous le petit truc, le petit autocollant de sécurité de garantie. Donc lui, lui on l'enlève, hein, parce que de toute façon la garantie elle saute. Mais je pense que la carte n'est de toute façon plus sous garantie. Voilà, alors c'est parti pour le démontage. Alors voilà, toutes les vis sont retirées. Maintenant, on a le capot ici, voilà, qui est libre. Donc on va pouvoir le retirer. Alors c'est parti. Hop, et voilà, j'ai retiré le capot. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici maintenant sur la carte son en elle-même? Alors, si on regarde déjà en coupe, comme ça, on voit qu'on a une carte PCB en haut et une autre en bas. Déjà, la question, c'est est-ce qu'on peut retirer la face arrière? Donc, sur la face arrière, j'ai pas de vis. En revanche, j'ai deux vis dessous, ici. Et j'ai également des vis ici, enfin des écrous, ici sur les word clock. Donc on va défaire ça pour commencer. Alors, maintenant, on devrait pouvoir normalement retirer la face arrière. Et voilà, qui est fait. On a donc des connecteurs, donc word clock, port Firewire et le port USB qui est problématique, qui est donc sur la carte supérieure. Ce qui est plutôt bien parce que ça voudra dire que peut-être on aura un peu moins à démonter que si c'est sur la carte inférieure. Et la carte inférieure, on a tous les jacks ici. Voilà. Alors maintenant, il faudrait réussir à enlever cette carte-ci, la carte supérieure, de manière à pouvoir accéder pleinement à la zone du connecteur USB. Alors ici, on voit qu'il y a des vis là qui correspondent à des entretoises qu'on aperçoit ici à l'intérieur. Donc en haut, on a quand même des vis. On va pouvoir défaire ces vis. Peut-être ça devrait déjà nous aider. Alors, voilà, j'ai retiré les 4 vis qui maintiennent le circuit du haut. On voit qu'il a un petit peu de jeu, là. Donc maintenant, il tient plus par grand-chose. Alors, par quoi il tient?
Eh bien, alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra ici, on a un connecteur qui fait le lien entre les deux PCB et je suppose, vu les empreintes qu'on a ici, là, qu'on doit avoir des gros connecteurs qui font ici le lien donc, entre les deux PCB. Alors, il va falloir déconnecter ça, sauf qu'il faut y aller doucement sans rien abîmer, donc on va y aller sans forcer, tout doucement, par petits à-coups. Voilà, j'ai réussi à déconnecter. Alors, on a ici un petit câble NAP qui fait le lien entre les deux, qui fait essentiellement d'ailleurs le lien entre la carte supérieure et le PCB ici qui fait l'interface utilisateur. Donc plutôt que de se garder ça, on va le déconnecter. Alors pour ça, on va venir ici défaire délicatement. Voilà, et tchac, voilà. On a un petit peu ce genre de connecteur dans les téléphones et les tablettes, c'est un petit peu ce genre de... Voilà. Donc ici, on a la carte, on va dire vraiment la partie numérique. L'embase va venir se ressouder ici. Alors on voit qu'elle a été bien arrachée quand même. Ceci dit, le PCB n'a pas l'air abîmé. Voilà, on va devoir retirer toutes ces soudures ici. Et de l'autre côté, il doit y avoir encore des petits bouts de pâte coincés dans les trous, dans les pastilles. Donc on va essayer de nettoyer tout ça proprement. Et ensuite, on pourra venir souder la nouvelle embase qui va venir se souder ici à la place de l'ancienne. Voilà. C'est parti. Alors voilà, les trous sont nettoyés. Alors je pense que l'embase a été coupée au niveau des pattes. En fait, c'est vraiment les pattes de l'embase qui ont lâché. Mais le circuit imprimé n'a pas l'air d'avoir souffert. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il n'y a pas a priori de fissure ou de coupure de piste à l'intérieur du circuit imprimé. Donc maintenant, il va s'agir de remettre la nouvelle embase. Voilà, bah en fait, ça rentre nickel. On peut pas faire mieux. Voilà, c'est pile poil, c'est standard, hein, donc il n'y a aucun problème. Là, de ce côté-là, les embases USB, c'est assez facile. Normalement, ça tient quand même, hein, ces embases-là. Les micros USB, par exemple, sont très fragiles et s'arrachent très facilement. Celle-là, normalement, ça tient quand même. Mais bon, peut-être qu'il y a eu un choc, je ne sais quoi. Alors maintenant, on va la ressouder. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé cette panne biseautée qui a l'avantage donc d'avoir un bout plat. Alors pour venir plaquer la tresse à dessouder, c'est beaucoup plus pratique. Mais là, pour ressouder, je vais utiliser une panne beaucoup plus conventionnelle. Donc voilà, hein, une panne pointue, très fine, tout ce qui est de plus standard. Pour faire la soudure de petits composants, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, on va laisser le fer chauffer et on va venir souder cette embase. Alors voilà, l'embase USB est ressoudée.
Alors avant de refermer cette jolie carte son, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire. Puisque tout est ouvert, autant en profiter pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et s'instruire au moins sur les composants utilisés. Alors, on a ressoudé tout à l'heure le connecteur USB qui est ici. Alors, l'USB justement est géré dans cette carte son par cette puce de la marque SMSC. Donc SMSC, c'est l'USB 3250 qui gère donc toute la couche physique de l'USB 2.0 qui permet donc de faire le transfert et la connexion avec l'ordinateur. Donc cette puce-là va gérer vraiment toute la partie physique de l'USB. Et derrière, on va récupérer tout un tas de données brutes qui ensuite vont être traitées par le système numérique de la carte. Alors à côté de l'USB, on a ici un port FireWire. Alors ce port ici, bien, il a un propre contrôleur aussi, qui est cette puce. Donc cette puce, c'est le TSB41AB1, donc c'est un contrôleur qui est dédié pour le FireWire. C'est vraiment spécifique pour la norme IEEE 1394, qui est donc utilisé ici. Alors bon, c'est plus très utilisé maintenant, les ordinateurs n'ont plus vraiment, enfin tous les ordinateurs récents n'ont plus de base les ports FireWire. Mais ceci dit, il y a encore des ordinateurs qui l'ont et ça peut parfois rendre bien service. Donc il est présent, c'est bien d'avoir le FireWire et l'USB conjoint. Alors à côté, si on continue, on a ce qui est peut-être le cœur, vraiment le cerveau de cette carte son, qui est donc un FPGA, le SPAR36 de la marque Xilinx. Donc un FPGA, voilà, je ne rentre pas dans le détail sur ce qu'est un FPGA, mais en gros c'est une puce qui contient des centaines ou des milliers, voire des dizaines de milliers de portes logiques qui sont entièrement reconfigurables. Et à chaque mise sous tension, il y a une petite mémoire à côté qui vient dire au FPGA comment il doit se configurer. Et donc il peut accomplir comme ça des tâches. Alors les FPGA sont très intéressants dans toutes les applications qui requièrent des traitements en temps réel, parce que comme c'est de la logique entre guillemets câblée, on n'est pas sur du traitement logiciel, on peut maîtriser parfaitement avec des horloges la manière dont les choses se passent au niveau de la gestion des données sur le point de vue temporel. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des systèmes d'exploitation et des logiciels qui tournent, où on n'a pas la maîtrise aussi fine de la gestion du temps réel. Donc les FPGA sont extrêmement utilisés dans tout ce qui est traitement de l'audio, traitement numérique, parce que c'est reconfigurable à souhait. Donc avec une puce déjà existante, il n'y a plus qu'à faire du développement de reconfiguration. Donc ça se fait sur des langages spéciaux de configuration. Et ensuite, le FPGA va pouvoir prendre la fonction qu'on veut. Donc on peut lui faire absolument ce qu'on veut. Ça peut être par exemple de la conversion de données, de la mise en forme de signaux, de l'inversion, du traitement qu'on appelle du DSP, du Digital Signal Processing. Alors à côté, on a encore deux autres puces. Alors qu'est-ce que c'est? Ici, c'est une puce, c'est de la marque Texas Instruments, donc c'est le TMS 320. C'est donc un DSP. Alors lui, le DSP, il est dévoué à une tâche précise par construction. Donc un FPGA comme celui-ci peut faire office de DSP en le configurant en tant que tel, mais ici on a une puce qui est dédiée pour certaines tâches précises. Évidemment, on peut le configurer, il y a tout un tas de configurations qui sont faites pour le faire fonctionner d'une certaine manière. Mais voilà, donc le DSP ici, je ne sais pas exactement dire à quoi il sert dans ce cas précis, mais en tout cas il vient, je pense, épauler un peu le FPGA. Et ici, donc la longue puce qu'on voit sur le côté, c'est une mémoire RAM, donc qui est utilisée pour le traitement notamment du FPGA. Je présume, vu comment c'est interconnecté. Et alors d'ailleurs, on a ici des pistes qui ont des formes tout à fait bizarres. Voilà, on a des espèces de serpentins, voilà, qu'on arrive à voir. On pourrait se demander à quoi ça sert d'avoir tout ce genre de serpentins, comme ça, ici aussi, là, on en a tout un tas. Eh bien, tout ça, ça sert, je pense, à remettre des bus qui fassent tous, enfin des lignes qui fassent toute la même distance entre les deux puces, parce qu'il faut savoir que là, on travaille à des fréquences d'horloge qui sont extrêmement élevées. On est très au-dessus des fréquences utilisées en audio numérique. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir des lignes qui vont répondre à des standards, à des normes, à des très spécifiques qu'on retrouve un peu dans les cartes mères d'ordinateur. Là, on est vraiment sur du traitement de signal tel qu'on l'aurait dans une carte mère. Voilà, donc en fait, on a des puces qui sont bien identifiées. Autour, après, les petites puces ici, ça c'est de la remise en forme de signaux, c'est de la logique, c'est rien d'exceptionnel. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, ici, on a la partie alimentation. Alors la partie analogique, elle se trouve donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la partie basse
hein, du circuit imprimé. Et donc on a dessus vraiment énormément de circuits intégrés. On va regarder un petit peu tout ça, ça a l'air un peu touffu, ça a l'air un peu compliqué vu de loin, mais en réalité c'est pas si compliqué quand on regarde un peu dans le détail. Alors, on a en façade deux préamplis micro, ici. Alors les préamplis sont gérés par ce genre de puce. Alors on en a une ici, on a la deuxième ici. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cette puce? C'est un PGA 2500. Alors c'est Bird Brown qui fait ça, mais maintenant Bird Brown a été racheté par Texas Instruments, donc on a les deux logos sur la puce. C'est un préampli, donc tout intégré, d'excellente qualité. C'est vraiment un très très bon préampli qui a des caractéristiques qui sont très très bonnes à partir du moment où il est bien mis en œuvre. Donc c'est important d'avoir autour du préampli tout ce qu'il faut, notamment en termes d'alimentation, pour avoir quelque chose de très performant en termes de caractéristiques. C'est un préampli qui a une très très grande neutralité, très grande transparence. C'est vraiment un excellent préampli. Donc en fait le signal rentre directement dessus. Alors il y a une petite mise en forme à faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve ici des diodes Schottky. Il y en a 4. Voilà, il y a un petit réseau. On le retrouve ici pour l'autre préampli. Voilà, les diodes Schottky qui servent de protection hein, si jamais il y a des surtensions qui arrivent en entrée parce qu'on a branché quelque chose qu'il ne faut pas ou je ne sais quoi. Les diodes vont tout de suite bloquer et protéger la puce d'éventuelles surtensions en entrée. Bon, après on a des choses assez standards autour pour gérer le 48 volts, gérer, bon voilà. Mais encore une fois, la puce contient tout ce qu'il faut. Donc en fait, l'avantage aussi c'est qu'elle est full symétrique. Donc il n'y a pas de désymétrisation à faire avant de rentrer dans la puce. Le signal du micro rentre de manière symétrique dans la puce. Et on sort aussi de manière symétrique. Ce qui est d'ailleurs très pratique quand ensuite on va vers un ADC, c'est-à-dire un convertisseur, puisque très souvent les convertisseurs, en tout cas les convertisseurs de bonne qualité, sont très souvent avec des entrées différentielles, donc ils sont aussi symétriques. Donc finalement, tout reste comme ça, différentiel et symétrique, et au final, c'est plus simple. Voilà, donc on a deux de ces préamplis. Alors j'en ai parlé dans le live début juillet de cette puce parce que j'ai un projet, alors c'est un peu un hasard, hein, je ne m'attendais pas à trouver ça ici. J'ai un projet de préampli dont je parle justement dans le live, je vous y renvoie si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc c'est un préampli qui est contrôlé numériquement. Donc finalement, pour le réglage du gain, le réglage de l'alimentation fantôme et de différentes choses, eh bien on va piloter cette puce par un microcontrôleur. Donc la partie microcontrôleur, elle est sur l'autre carte qu'on a vue tout à l'heure, hein, c'est je pense le FPGA qui gère ça, qui envoie les données ici sur ce PCB. Et donc, eh bien, par des données, des bus d'adressage en SPI, on vient piloter ici le gain du préampli. Donc c'est vraiment une solution idéale pour faire des choses intégrées de très très haute qualité. Alors à côté, on trouve une autre puce qui est très importante. Cette puce, on va la retrouver 4 fois. Il y en a 4 sur le PCB. Hein. 1, 2, 3 et 4 ici. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fameuse marque AKM qui est un très fameux constructeur de convertisseurs, de puces de conversion. Donc ici, le AKM AK4621. Le 4621EF, pour être plus précis, c'est ce qu'on appelle un codec en jargon, c'est-à-dire que c'est à la fois un ADC et un DAC. Donc c'est une puce qui fait à la fois la conversion analogique vers numérique, donc la sortie des préamplis et puis les jacks ici, hein, les entrées lignes, vers l'USB pour l'enregistrement, mais également le signal numérique qui arrive sur la puce et qui va ensuite sortir sur les entrées lignes en jack ou la sortie casque. Donc c'est la même puce qui gère ça, donc chaque puce gère 2 canaux. Donc 2 entrées numériques vers 2 sorties analogiques et 2 entrées analogiques vers 2 sorties numériques. Donc il y a 4 canaux finalement qui sont gérés simultanément sur ces puces et qui vont donc s'occuper de toute la partie conversion de cette carte son. Donc ce sont des puces d'excellente facture, hein, il n'y a rien à dire. AKM c'est très très bon, hein. De toute façon on n'a pas beaucoup de fabricants, on a quelques-uns, on a AKM, on a Texas Instruments qui fait aussi d'excellentes puces, voilà. Alors ensuite on a autour bien, des plus petites puces qu'on voit par exemple ici, là. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien toutes ces puces là ce sont des amplificateurs opérationnels, voilà. Alors c'est aussi des puces qui sont très utilisés, des standards hein, dans ce genre-là. Le 4580 JRC, ce sont des amplificateurs opérationnels, des doubles amplificateurs opérationnels. Ce sont
on va dire des versions un petit peu différentes, mais très proches du 5532, en tout cas le brochage est le même. Donc ce sont des amplificateurs dédiés pour l'audio, en tout cas dédiés, qui sont très utilisés dans le monde audiophile et tout ce qui est audio. Voilà, donc ensuite, rien de spectaculaire hein, sur cette carte. Au final, voilà, hein, on a détaillé un petit peu tout ce qu'on trouve. Donc les deux préamplis ici, ensuite les 4 convertisseurs, et puis tous les amplificateurs opérationnels pour faire toutes les conversions. Voilà, donc que du très bon, bien fait, bien construit. Rien à dire. Bon, je pense que je vais pas renvoyer la carte à son propriétaire comme ça, je vais quand même lui remonter, ça sera plus cool. Alors c'est parti, remontage de la carte. Et voilà, la carte est remontée avec un beau port USB, tout beau, tout neuf. Alors j'espère que cette vidéo de réparation vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ils sont là pour ça, et je lis tous vos commentaires sans exception. Alors évidemment, si ça vous a plu, pensez à un petit pouce, c'est très appréciable. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. On a franchi les 1000 abonnés, ce qui est déjà considérable au début de l'été. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà presque 1400. Alors continuez à vous abonner si vous regardez, si vous appréciez mon travail. C'est une façon de soutenir mon travail qui est très appréciable. Alors encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, etc. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à la prochaine.